montrer ces rapports. Cet événement ce soir est organisé dans le cadre d'un partenariat entre la NAGE et Open Diplomacy. Donc je représente Thomas Friand, le président d'Open Diplomacy. Et voilà, je souhaitais que je vous dise à quel point on était heureux de ce partenariat et qu'on espère que ce partenariat continuera longtemps à l'avenir. Quelques brefs mots de présentation de l'Institut Open Diplomacy. Donc nous sommes un institut de réflexion qui traite notamment des questions européennes, des enjeux internationaux, et ceci sous l'angle, je dirais, économique, politique et diplomatique. Donc notre cœur de métier, c'est plutôt l'économie et la politique, mais nous sommes aussi également très intéressés par les questions de sécurité et de défense, et nous avons un programme, donc programme de sécurité et de défense, qui traite de ces questions-là. Voilà, j'en ai fini pour ma petite présentation. Bonsoir à tous, je suis Ilham Souki, responsable du comité industrie de défense de la NAGE. Alors tout d'abord, je vous remercie de votre intérêt pour notre comité et pour cette conférence. Le comité est encore jeune, il est né en décembre dernier et c'est notre première intervention, premier événement public. Mais on compte déjà une soixantaine de membres. Nous avons d'ores et déjà un agenda avec plusieurs futures activités et je vous invite également à suivre nos activités et à contribuer ou à venir y assister également ou faire partie de notre comité si vous avez suivi notamment un séminaire de l'IHEDN, un séminaire jeune de l'IHEDN. Notre vocation à travers différents événements, comme je disais, des conférences ou des tables rondes, mais également des visites sur des sites industriels et de faire rayonner le concept d'industrie de défense, ses dimensions et ses enjeux, afin que soit pleinement pris en compte son rôle dans notre politique, notre économie et diplomatie. Je ne vais pas dire beaucoup plus de mots sur ce sujet, je vous invite à nous suivre sur les activités futures. Et à l'occasion de notre premier événement, il nous tenait à cœur d'avoir un parrain, un petit peu un parrain. C'est une personne qui, dès le lancement de notre comité, a manifesté son soutien. Et il est présent avec nous aujourd'hui, c'est Ligia Daniel Argenson, donc l'ingénieur général d'armement. Daniel Argenson, qui est directeur adjoint de l'IA, l'Institut des hautes études de défense nationale, conseiller armement, économie et de défense. Il a été, brièvement, si je puis me permettre, juste ajouter qu'il a été sur ses deux postes précédents, conseiller armement auprès de notre représentation française à Bruxelles, donc auprès de l'UE et de l'OTAN, et auparavant le sous-directeur Asie-Pacifique à la direction du développement international de la DGA. Je lui cède la parole pour le petit mot de lancement de notre comité et pour présenter notre intervenant de ce soir, M. Olivier Martin. Merci Ilham pour ce sympathique mot. Alors par là, ça ne me rajeunit pas beaucoup devant une assemblée aussi jeune, mais je vois qu'il y a beaucoup de jeunes, je m'en félicite, mais aussi un peu moins jeunes auxquels je m'associe. Bon, d'abord, alors en arrivant ici, un peu en retard certes, je me suis aperçu que vous aviez choisi, enfin je m'étais dit que vous aviez choisi à dessein d'organiser votre rencontre à quelques pas des événements qui ont tristement frappé la capitale il y a quelques mois, mais je comprends en fait que c'est plutôt pour des raisons d'organisation et de lieu. Mais c'est pas grave, on fera comme si. Je trouve que effectivement parler des questions que vous abordez dans le cadre de votre groupe de travail, de votre comité, dans cette période, ça fait tout à fait sens. Et puisque, et là je vais m'adresser aux plus jeunes d'entre vous, puisque je suis, comme l'a dit Ilham, directeur adjoint de l'IHEDN, vous savez ou vous ne savez pas l'importance que l'IHEDN apporte à entretenir une communauté assez large, puisque l'ADN de l'IHEDN, c'est sensibiliser la société, pas uniquement militaire, la société militaire et civile, sur les questions de défense et de sécurité. Alors la société, évidemment, c'est pas que les gens qui sont aujourd'hui en charge des responsabilités,
mais c'est bien entendu l'ensemble de l'éventail, à commencer par les plus jeunes. Or, comme vous le savez, c'est une préoccupation tout à fait essentielle aujourd'hui, d'ailleurs au moment où se discute le projet de loi égalité et citoyenneté. Je vais faire rapidement la parenthèse sur ce sujet qui nous amènerait beaucoup trop loin. Alors, je suis venu avec l'éditorial de la revue Défense, qui est publié par l'Union IHEDN, que je vous invite à lire. C'est une excellente lecture, et vous y verrez que le président de l'Union des associations, Mario Faure, fait notablement référence à la nécessité d'avoir un investissement, de sensibiliser la jeunesse sur ces questions de défense et de sécurité, mais aussi de profiter de son investissement dans les questions, parce que nous savons tous évidemment que l'esprit de défense, il peut se développer que s'il y a un sentiment marqué d'appartenance à la nation et une adhésion aux valeurs de la République. Et donc ça, c'est pas pour les plus anciens d'entre nous, ce ne sont pas les plus anciens d'entre nous qu'il faut convaincre. C'est bien entendu quasiment au berceau. Je suis pas en train de dire que ceux qui sont là sont au berceau, mais vous avez votre rôle aussi en tant qu'étudiant, en tant que futur responsable dans la vie active de la société, dans cette démarche de sensibilisation. Donc je me félicite tout à fait, et je suis très heureux que la jeunesse puisse, aux côtés des générations plus anciennes, apporter sa pierre à l'édifice. Et alors, pour faire le lien avec la question précise qui est celle de ce soir, je ne vais pas donner la vedette à Olivier Martin, parce que c'est quand même lui que vous attendez en tant que conférencier et pas moi. Et là, je prends ma casquette d'ancien de la DGA et puis de conseiller armement, économie et défense à l'IHEDN, pour dire que je suis d'autant plus heureux qu'à l'intérieur des questions de défense, des gens, et là aussi des jeunes, mais des moins jeunes aussi, mais les moins jeunes sont pas ceux qui sont plus à convaincre, s'intéressent à ces questions d'armement et économie de défense, puisque il faut quand même que l'opinion publique sache que ces questions-là, l'industrie, l'économie de défense, sont un pilier assez significatif et tout à fait particulier de la politique de défense française. Et donc ça mérite qu'on y apporte toute l'attention que cela mérite. Peut-être qu'Olivier certainement le développera tout à l'heure, mais sachez en tout cas que le ministère de la Défense, et j'en dirai pas beaucoup plus sur le sujet, le ministère de la Défense en France est le premier investisseur public français, pas uniquement sur les questions, évidemment c'est à travers les équipements de défense, mais tout confondu, c'est le ministère de la Défense qui en France est le premier investisseur public en matière de recherche-développement. Et donc ça n'est pas un ministère dépensier comme, c'est pas une critique, comme le sont la plupart des autres ministères, mais qui réellement investit dans le tissu économique, évidemment pour arriver au bout, avoir des équipements de défense et une sécurité d'approvisionnement sur le long terme. Mais donc c'est une dimension qui mérite d'être creusée. Et c'est le premier investisseur, mais à hauteur de, si on met un peu tout bout à bout, c'est-à-dire les développements de défense, la recherche et puis les activités que mène le CEA au profit de la défense, c'est de l'ordre de 15 milliards d'euros par an. Donc ça n'est pas rien. Et deuxième volet, au-delà de ça, c'est aussi la casquette que soulignait Ilham tout à l'heure, parce que j'ai fait des exportations pendant un certain nombre d'années. Et bien aujourd'hui, les exportations de défense apportent une contribution très significative, du même ordre de grandeur que les investissements que j'évoquais, puisqu'on est sur des chiffres en ce moment à 16 milliards d'euros d'exportation de défense par an. Donc c'est tout à fait structurant. Donc le fait que des jeunes s'intéressent à ces questions-là de près, en débattent, pour moi c'est tout à fait le bienvenu. Et vous avez, je pense, choisi fort à propos le conférencier de ce soir, parce qu'à l'intérieur du tissu économique, il y a un industriel tout à fait particulier qui s'appelle MBDA. Et je peux vous dire qu'MBDA, c'est mon témoignage, mon vécu des 3 dernières années que j'ai passées à Bruxelles,
s'investit tout particulièrement, évidemment, dans son domaine de référence qui est celui des missiles, puisque c'est le missilier européen et qui est à la pointe de l'excellence au niveau mondial dans ce domaine, mais c'est aussi un industriel qui s'investit tout à fait particulièrement sur le champ européen, car vous êtes, je pense, tous convaincus qu'il n'y a pas d'avenir dans ce domaine, pas plus que dans d'autres, sans plus de coopération, et qu'une partie de cette coopération doit bien entendu s'exercer très largement dans le champ européen. Alors rien n'est simple dans ce domaine, pas plus que dans les autres, mais c'est une tendance lourde, et à titre personnel, je suis convaincu qu'on n'a guère d'autre choix aujourd'hui. Donc j'en dis pas plus, et donc je vais le présenter. On se connaît depuis très longtemps, il est un tout petit peu plus ancien que moi à l'école polytechnique, donc je te dois un minimum de respect, mais guère plus. Donc tu es effectivement diplômé de l'école polytechnique, la promotion 77, je suis de la promotion 78. Et donc à rouge. Je suis un rouge, voilà. Je ne porterai pas de jugement de valeur. Et également diplômé de l'École nationale des techniques avancées, l'ENSTA. Moi j'ai choisi Super-Héros, qui est quand même beaucoup plus brillant. Bon, tu as commencé ta carrière à la DGA, mais tu as choisi notamment sur le plan international, et on s'est côtoyé dans les locaux de la DRI, la Direction des Relations Internationales, pendant quelques années. Et puis ensuite, bien, tu as choisi, au début des années 90, de prendre la voie industrielle, en rejoignant Matra Défense comme directeur des opérations internationales. Transition très logique. Mais ensuite, tu es devenu directeur des programmes anti-surface, et tu as en particulier dirigé l'entité Défense Électronique France, Defense Electronic France, au sein de ADS, qui est devenu Airbus depuis. Tu as occupé différents postes, je ne vais pas les détailler, mais tu reviens pas chez Matra, qui avait changé de nom entre-temps, mais chez MBDA, fin 2007, pour occuper le poste de secrétaire général de ce jeune groupe européen en construction et très brillant. J'ajoute que tu es également président du comité de pilotage de la chaire économie de défense, qui est une des deux chaires du fonds de dotation de l'IHEDN. Donc là aussi, on se rejoint régulièrement. Donc tu es particulièrement qualifié à de multiples titres pour traiter le tableau un peu de quelle coopération industrielle à l'échelle européenne, puisque c'est la thématique qui a été retenue pour ce soir, et en t'appuyant évidemment sur l'exemple que tu connais bien, et celui qui est de One MBDA. Donc sans plus attendre, je te cède la parole et je m'efface. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir, que votre âge soit dans la vingtaine, la trentaine, mais également au-delà. Je suis très heureux de présenter effectivement un animal un peu particulier qui s'appelle MBDA. Préalablement, je voudrais dire, Daniel, que tu t'es trompé, ce n'est pas pour des raisons de commémoration d'événements très tristes que celui a été choisi, ce n'est pas pour des raisons logistiques, simplement c'est une double attention personnelle qui m'a été faite. J'ai passé 6 ans dans cette avenue au lycée Voltaire, un tout petit peu plus haut, et enfin j'ai peut-être, d'après ce que la rumeur me dit, mon futur gendre qui a sévi dans cette école, et donc je découvre, parce que je ne connaissais pas malheureusement cette école, je découvre où mon gendre a usé, si j'ose dire, ses fonds de culotte. Donc merci de m'accueillir, et merci aussi pour ces petits mots tout à fait gentils me concernant. Donc MBDA, tout de suite je vous dirais, c'est un acronyme qui ne veut rien dire. Si j'ai le temps, dans les questions, je vous expliquerai pourquoi, mais ça ne veut rien dire. Voilà le sommaire de ma présentation, description générale, parce que ça aussi c'est la difficulté sans doute de l'exercice, c'est que j'imagine qu'il y a dans la salle des gens qui connaissent très bien MBDA, la preuve ils sont même salariés de MBDA, d'ailleurs ça m'inquiète un peu s'ils ont besoin du cours de rattrapage pour connaître MBDA, c'est un peu grave, et il y en a d'autres en revanche, des étudiants j'imagine que vous connaissez
pas du tout même MBDA, et rassurez-vous, vous êtes pardonnés. Donc une petite présentation rapide sur MBDA, une slide sur le modèle MBDA. C'est quelque chose d'assez compliqué, vous verrez, ça paraît simple mais c'est assez compliqué. La stratégie de MBDA dans les grandes lignes, et effectivement, et c'est une partie essentielle de notre modèle, quelques illustrations de ce qu'on appelle le partenariat État-industrie au travers de 3 exemples emblématiques qui sont un peu différents même s'ils convergent largement, avec la France, avec la Grande-Bretagne et avec le couple franco-britannique. Pardon, je vais un peu vite. Donc, nous avons été créés en 2001. Nous avons été créés en 2001 et comme ça a été dit, nous sommes un leader européen et, alors, vous allez avoir ce mot assez souvent, un acteur global. Vous allez voir ce que c'est. Dans le domaine, notre métier de base, même s'il n'est pas limité à cela, c'est missiles et systèmes de missiles. On couvre tous les produits dans les missiles. Alors, quand on dit missiles, soyons clairs, c'est les missiles qu'on appelle tactiques, endo-atmosphériques. Je commence à faire un peu de technique, c'est donc dans l'atmosphère. Et les seuls missiles que nous ne faisons pas, c'est les missiles exo-atmosphériques, qui en France sont traités par Airbus. C'est des missiles balistiques de la force de frappe. Et Ariane, qui est un gros missile également, qui ressemble plus d'ailleurs à un missile balistique qu'à nos missiles. Nous avons été créés, avant MBDA, il y avait une société qui s'appelait MBD, vous verrez, au départ pour développer de façon plus efficace les programmes en coopération européenne. On parle beaucoup de coopération européenne. On insiste trop souvent sur les échecs de la coopération européenne. Il y en a. Il y a des succès. Et comme souvent, on ne parle pas des succès. Nous sommes soutenus par 3 actionnaires majeurs. Airbus, BAE Systems, britannique, Airbus franco-allemand, et Finmeccanica, italien. Vous avez à droite rapidement un petit schéma qui donne le poids actionnarial de ces 3 actionnaires. Vous voyez un équilibre très strict entre Airbus et BAE Systems. Finmeccanica à 25%. Dans la réalité, ils ont exactement le même pouvoir, à part une seule chose, c'est que Finmeccanica, alors bien sûr, reçoit le cash et le résultat en fonction de sa participation, donc 25% et les autres 37,5%, et Finmeccanica n'a aucun droit de nomination du CEO de la société. Le CEO de la société est nommé en accord entre Airbus et BAE Systems. En dessous, vous avez les entités nationales. Donc nous sommes présents essentiellement en Europe et essentiellement en France, Angleterre, Italie et Grande-Bretagne. Nous avons une petite implantation en Espagne, j'en parlerai pas beaucoup aujourd'hui, et nous avons une implantation également assez petite aux États-Unis. Je n'ai pas prévu de parler des États-Unis, mais durant les questions on peut en parler. Le marché américain, dans le domaine de la défense, c'est assez particulier. Donc nous faisons des missiles, des systèmes de missiles. Je ne sais pas si système de missiles, en gros, c'est tout ce qu'il faut, tout ce qu'on met autour du missile pour le mettre en œuvre de façon opératoire par les forces armées, les forces opérationnelles. Des contre-mesures, etc. Nous avons un certain nombre d'activités dans le domaine des équipements, mais je n'y reviendrai pas. Donc retenez surtout aujourd'hui missiles et systèmes de missiles. Quelque chose de très important, l'accès aux plateformes. Nous pouvons vendre des systèmes autonomes interdéfense, mais sinon, il est évident que nos missiles équipent, et nous essayons qu'ils équipent toutes les plateformes possibles, européennes, étrangères. Bien évidemment, c'est surtout les plateformes européennes, avions, bateaux, hélicoptères, etc., etc. Et cette compétence d'intégration plateforme est quelque chose de très important pour nous. MBDA, c'est une à la fois longue et jeune histoire. Je vais commencer. Ça marche. Je vais commencer alors. En fait, je vais commencer ici. Là, il y a l'année. Dans les années 60, 70, 80, 90. Alors les noms n'étaient pas exactement ceux-là, mais en tout cas, avant l'année 96, il y avait en Europe 6 sociétés de défense, de missiles, parmi d'autres. Il y en avait d'autres encore. Des Suédoises, des Norvégiennes, il y avait des, etc.
Mais 6 sociétés existaient, importantes, et étaient constituées sur une base uniquement nationale, en France, en Angleterre, en Italie, etc. Le marché, déjà à l'époque, se réduisait, et 2 visionnaires, Jean-Luc Lagardère pour le groupe Lagardère, enfin à l'époque c'était Lagardère, et Dick Evans pour le groupe DL Systems, ont eu l'idée de regrouper, de fusionner, pour créer ce qu'on appelle Matra BI Dynamics en 1996, société 50-50 entre ces 2 actionnaires. Ça a été, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais ça a été l'acte de cristallisation qui progressivement, avec des éléments absolument géniaux sur le plan stratégique, industriel, de M. Lagardère, de quelqu'un que vous connaissez, dont vous connaissez le nom, et qui est sans doute associé à une image négative, mais qui est quelqu'un d'absolument remarquable sur le plan stratégique, à savoir M. Jean-Louis Gergorin, qui a construit une organisation industrielle stratégique qui a abouti à, contre la volonté d'ailleurs des autres acteurs industriels que je vais citer maintenant, à la constitution d'MBDA. Progressivement, ça a été en parallèle le même mouvement de fusion qui n'a pas été un grand succès industriel entre Jack Marconi en Grande-Bretagne et Alenia Défense, FESA, qui a rejoint Matra BI Dynamics en 2001. En parallèle, l'aérospatiale Matra Missile, ex-aérospatiale donc, a rejoint MBD en 1998-99, et en 2006, nous avons eu les Allemands de LFK, qui appartenaient à EADS, qui nous ont rejoints, et ceci constitue donc aujourd'hui MBDA. Le titre, c'est de la coopération à la spécialisation. C'est un élément aussi que je souhaite vous expliquer un petit peu. Entre les années 60 et les années 96, on prend 96, ça continue un petit peu après, 96 étant pour MBDA la création de Matra BI Dynamics, les industriels européens, qui étaient tous nationaux, ont développé dans un certain nombre de domaines d'activité, notamment les missiles, une excellente coopération quand les pays correspondants acceptaient de coopérer sur des programmes de missiles. Ça a été le cas entre la France et l'Angleterre, ça a été le cas surtout entre la France et l'Allemagne. C'était quoi la coopération? C'était 2 pays, ou 3 pays, ou N pays, se mettaient d'accord sur un besoin commun, demandaient à leur industriel national de discuter avec les autres industriels nationaux et de proposer une offre commune de développement et de réalisation. C'était des coopérations ad hoc. Ce modèle a connu beaucoup de succès à l'époque, de moins en moins avec le temps, je n'ai pas le temps d'expliquer, mais malheureusement il continue. Malheureusement parce que ce n'est pas le modèle le plus efficace, il continue à fonctionner, notamment dans l'industrie de défense, parce que les industries de défense restent malheureusement en Europe trop nationales. Nous avons connu après une phase pour MBDA de quelques années, la phase que je vais appeler de consolidation. Nous avons regroupé progressivement les activités en France, en Angleterre, en Italie, etc. Il y avait une direction commune, une stratégie commune, une politique commerciale, notamment à l'export commune, une finance commune, etc. Mais sur le plan technique, industriel et produit, chaque pays gardait plus ou moins son autonomie, en tout cas sa totale autonomie dans son développement et dans sa réalisation. C'était mieux qu'avant, mais ce n'était pas l'optimal. Puis, à partir entre 2006 et 2014, nous sommes rentrés dans une phase d'intégration. L'intégration industrielle, c'est quelque chose d'assez banal dans le domaine civil, mais c'est beaucoup plus difficile dans le domaine de la défense. C'est en gros, la décision qui a été prise en 2006, c'est il n'y a plus d'activité française, il n'y a plus d'activité britannique, il n'y a plus d'activité italienne, il y a une activité d'un périmètre intégré, franco-britannico-italien, dirigé par un patron unique au niveau des programmes, un directeur industriel, etc. Il n'y a plus de PNL national, il y a un PNL intégré qui va regrouper l'ensemble des activités sous une autorité unique dans tous les métiers sur le périmètre français, anglais et italien. Pour des raisons trop longues à expliquer actuellement, je pourrais répondre aux questions. L'Allemagne, pour raisons politiques essentiellement, l'Allemagne ne fait malheureusement pas partie encore de ce périmètre intégré.
Et nous rentrons désormais dans la dernière phase, on est loin de son aboutissement, la phase de spécialisation, qui là encore est tout à fait banale dans l'industrie civile. L'objectif, c'est désormais de supprimer toutes les duplications techniques et industrielles qu'il y a dans notre périmètre intégré, français, anglais, italien. Jusqu'à présent, il y avait les mêmes capacités existaient dans chacun des pays parce que nos clients domestiques nous l'imposaient. Depuis 2010, mise en œuvre depuis 2014, la France et la Grande-Bretagne ont accepté, j'y reviendrai plus tard, ce qu'on appelle le principe de dépendance mutuelle. C'est en acceptant de supprimer sur leur sol des capacités industrielles nécessaires, indispensables, mais qu'ils n'ont plus aujourd'hui les capacités financièrement de soutenir. C'est la phase de spécialisation industrielle. Pardon. Rapidement, 10 000 personnes, essentiellement les 4 grands pays. La France, la moitié, l'Angleterre, un gros quart, l'Italie et l'Espagne, un petit huitième, en termes d'effectifs. Je vous ai parlé de la coopération. MBD, et bien évidemment aussi MBDA, a été construit pour faire en sorte que les programmes en coopération européenne dans le domaine des missiles marchent. Et je peux vous dire, celui de ces programmes que je cite là, qui sont donc le missile Météor RR longue portée, qui équipe aujourd'hui l'Eurofighter, le Rafale et le Gripen, le missile Aster, qui équipe les bâtiments et les armées de terre italiennes, britanniques, françaises, évidemment aussi l'export, je ne cite pas l'export, le missile frappe dans la profondeur, Storm Shadow Scalp, qui équipe le Tornado, le Mirage 2000, le Rafale, l'Eurofighter, pas le Gripen, sont des programmes qui ont excellemment bien marché. Ça veut dire quoi? Dans les délais, dans les coûts, dans les performances évidemment. Et je peux vous dire, je pourrais aussi vous donner quelques exemples, nos collègues américains sont loin d'avoir ce niveau de performance industrielle. Nous sommes présents dans tous les segments, donc je vous ai dit beaucoup de programmes, 45 programmes de missiles, donc on fait de l'RR, de l'antisurface, de la défense aérienne, et là vous avez les programmes qui impliquent la France. On a d'autres programmes de missiles, donc je vous ai dit il y en a 45, là ce ne sont que les programmes qui concernent le client français, soit sur une base nationale, soit en coopération européenne. Quelques chiffres, parce qu'il faut donner quelques chiffres. Alors il ne faut pas se tromper, on traverse une très bonne passe actuellement, mais il y a quelques années, c'était un peu l'inverse. On tenait les résultats, mais en gros, le carnet de commandes se réduisait régulièrement, pour atteindre un niveau de chiffre d'affaires en 2012 qui était de 2,3 chiffre d'affaires, chiffre d'affaires de 3 milliards 2012. On est descendu jusqu'à 2,4 milliards, sachant que quelques années plus tôt on était à 3,6 milliards. Donc vous voyez, on est passé de 3,6 milliards à 2,4 milliards. Il y a eu des plans sociaux, un plan social, France. On avait ici, regardez en 2012, donc un chiffre d'affaires de 3 milliards et un niveau de prise de commande de 2,3 milliards. Donc on consommait du carnet de commande, ce qui évidemment n'est pas bon. Et on avait un backlog, donc un carnet de commande qui était de 10 milliards. Alors on n'était pas à pleurer, mais 10 milliards, on n'a jamais eu aussi bas depuis des années, depuis une quinzaine d'années pratiquement. Et progressivement, là, on a inversé la courbe. Vous voyez, là, le chiffre d'affaires, alors il a baissé. En revanche, le carnet de commande a augmenté. Et aujourd'hui, nous avons un carnet de commande qui est passé, en gros, en 3 ans, de 10 milliards à 15 milliards. Et normalement, il devrait encore augmenter cette année, si tout se passe bien. Mais le prix du pétrole ne nous aide pas sur ce plan-là aujourd'hui. Je vous ai dit le modèle MBDA. Certes, l'excellence opérationnelle et l'orientation client comme toute entreprise sont des éléments, des facteurs de succès importants pour que nous fonctionnions. Nous sommes là pour faire des missiles et satisfaire nos clients. Mais ça ne suffit pas.
et ce n'est pas finalement le cœur de notre activité. Ce qu'on souhaite, donc on ne souhaite pas uniquement être un fournisseur de confiance, on souhaite développer des relations particulières avec nos clients domestiques. On a des relations très bonnes avec les clients export, mais vous allez voir pourquoi il y a une petite différence avec les clients domestiques, qui de facto n'est pas un modèle business, mais c'est un modèle politique. Vous allez voir pourquoi. Nous considérons que notre responsabilité première, et je vous dis, et c'est pas des mots, c'est vraiment pas des mots, bien sûr c'est de satisfaire nos actionnaires, bien sûr c'est de satisfaire nos salariés, mais d'abord et avant tout, nous sommes responsables de délivrer à nos forces armées domestiques des capacités militaires de souveraineté qui, sans nous, ils n'auraient pas. Et on ne trouve pas des capacités de souveraineté à l'étranger. Quand on achète un matériel de défense à l'étranger, je ne pourrais pas rentrer trop dans les détails, je vous devrais donner quelques exemples. Nous acceptons, nous sommes contraints d'accepter une dépendance opérationnelle, militaire, politique, envers le client, enfin le pays vendeur. Ceci est très important, et pour vous donner, tout à l'heure on a parlé de la nage et de la mobilisation sur les jeunes aux affaires de défense, c'est un facteur clé dans notre politique de recrutement très important. Nous voulons être très clairs avec l'ensemble de nos salariés sur ces problématiques, la défense, nous faisons des missiles, on leur dit en entrée de jeu, nous faisons des missiles qui tuent. Une des choses qu'on a présentées pour un peu secouer les gens, l'objectif de notre société, je force un petit peu l'image, mais c'est ce qu'on se dit en interne. Et on n'est pas des fous, on n'est pas des parano, on n'est pas des va-t-en-guerre. Mais l'objectif de la société, c'est en gros d'augmenter ce qu'on appelle la kill probabilité de nos missiles. Faire en sorte que nos missiles aient la meilleure efficacité possible. Et c'est un outil militaire, de défense, défensif, agressif, nous le savons, et il faut que l'ensemble de nos salariés le comprennent. Et s'ils ne le comprennent pas, on accepte tout à fait qu'ils ne le comprennent pas, c'est chacun à sa philosophie. À ce moment-là, on ne souhaite pas qu'il reste chez MBDA. Toute opinion est valable, mais cette mission missile, en particulier au profit des forces européennes domestiques, est quelque chose que l'ensemble de nos salariés doivent absolument comprendre et accepter. Le modèle MBDA a été construit suivant 3 dimensions. Dimension nationale, j'ai commencé à en parler. Nous avons, avec la France, avec la Grande-Bretagne, avec l'Italie, le client, les forces italiennes, les forces allemandes, un devoir de leur fournir ce dont ils ont besoin. Le seul problème, vous verrez, c'est que malheureusement aujourd'hui, seules la France et la Grande-Bretagne sont satisfaites de ce modèle, l'acceptent parfaitement, en ont conscience et de tout l'intérêt. L'Italie souhaiterait le partager. Le problème, c'est que la mise en place de ce modèle nécessite quand même un minimum de carburant en clair du budget. Et le modèle allemand est très très loin aujourd'hui de cette situation. Les Allemands sont encore, là encore je vais peut-être dire quelque chose dans une école de commerce qui va choquer, sont encore dans la vieille lune que le meilleur produit, en l'occurrence défense, s'obtient grâce à une très bonne compétition entre plusieurs industriels. Si vous croyez ça dans la défense, c'est un leurre, c'est faux, je peux vous le démontrer, mais c'est effectivement quelque chose qui n'est pas simple à comprendre. J'aurai peut-être l'occasion, si vous le voulez, de vous l'expliquer dans les questions. Européenne, j'ai déjà parlé beaucoup de la coopération européenne. Là, c'est simple. Je l'expliquerai tout à l'heure. Et l'export, on a effectivement des succès à l'export. Sans l'export, nous sommes morts. Nous ne pouvons pas vivre uniquement sur les marchés domestiques qui, en plus, malheureusement, même si depuis un an ça remonte un tout petit peu, font que baisser régulièrement depuis la chute du mur de Berlin, en gros. Donc, comme je vous l'ai dit, le modèle MBDA est bien compris en France et en Grande-Bretagne. Néanmoins, même si aujourd'hui, objectivement, c'est difficile de convaincre, en particulier le client allemand,
de la pertinence de ce modèle. Nous sommes convaincus, à moyen, long terme, on ne sait pas quand, que ce modèle-là prévaudra sur les autres. C'est quelque chose, alors c'est pas une leçon qu'on donne, le modèle MBDA est potentiellement applicable à d'autres secteurs de l'industrie, on en est convaincu. Vous avez peut-être entendu parler récemment d'un accord de fusion entre deux sociétés allemandes et françaises dans le domaine de l'armement terrestre qui s'appelle Nexter et Grossmaffei. Le président, le CEO de MBDA, est membre du conseil de surveillance de cette société. Est-ce qualité parce qu'il est très bien, évidemment, c'est mon CEO, mais aussi SMBDA, parce que les deux présidents ont déclaré lors de la première conférence de presse qu'ils ont fait ensemble qu'ils souhaitaient être dans 10 ans le, je quote, MBDA de l'armement terrestre. Donc le modèle MBDA, ils l'ont compris. La difficulté va être qu'il va falloir convaincre le client allemand de la visée de ce modèle. On fera tout pour les aider, mais ça sera difficile. Néanmoins, cette tendance, elle est clairement pour nous la voie à suivre. Et d'autres secteurs industriels en revanche, je pense notamment à la construction navale, je pense notamment aux munitions, aux radars. Les radars, c'est une catastrophe. L'industrie européenne des radars, elle est performante, mais elle est morcelée comme c'est pas possible. Et c'est pour nous, notamment, et pour d'autres, une faiblesse de l'Europe par rapport au reste du monde, et notamment par rapport aux États-Unis. La stratégie de MBDA. Alors, je ne vais pas faire de grands discours stratégiques, mais je vais plutôt m'appliquer sur quelques éléments. Vous allez voir. Première chose, je n'y reviens pas parce que j'ai déjà mentionné, le livre blanc, c'est le dernier livre blanc. L'industrie de défense est un élément essentiel de la stratégie de défense de la France et contribue à son autonomie stratégique. C'est un élément clé. Alors je ne dis pas que, personnellement moi, je ne dis pas que tout est souverain. Il y a des choses en matière de défense qu'on peut acheter. Actuellement, je ne sais pas s'il y a des représentants du ministère de la Défense dans la salle, il y a quelque chose qui me gêne un tout petit peu, parce qu'il ne faut pas galvauder le mot souveraineté. On est en train, je crois, alors je ne connais pas, c'est peut-être totalement le dossier, parce que j'avais eu l'occasion de travailler sur ce dossier il y a de nombreuses années, et c'est de réinstaller en France une capacité de développement et de production de petites munitions, petits calibres. Personnellement, je ne suis pas sûr que cette activité soit totalement souveraine. Je dis peut-être une énormité parce que je ne connais pas l'évolution de la problématique, mais il y a des domaines, les Rangers, les Triddy, là c'est peut-être plus facile à identifier, qui ne sont pas souverains, qu'on peut acheter à droite à gauche. En revanche, il y a quelques domaines très importants, je ne parle pas de la dissuasion évidemment, les sous-marins, les avions de combat, les missiles, les systèmes d'information, etc., qui eux sont souverains, et il faut absolument que si les budgets se réduisent, de mon point de vue, je ne dis pas ça parce que je suis missilier, je le dis pour d'autres secteurs, des budgets soient concentrés sur, non pas tout, mais ce qui relève vraiment pour moi de la souveraineté. Donc MBDA est un membre à part entière de la communauté de défense, je l'ai déjà dit, nous fournissons aux forces armées. À l'export, oui. À l'export, nous sommes le bras. Alors bien sûr, quand on va à l'export, on fait de l'activité industrielle, on fait du chiffre d'affaires, on fait des marges, bien sûr. Nous sommes aussi, là encore ça rentre, il faut bien le comprendre, dans le cadre de la politique de défense de la France, nous sommes le bras, non pas politique, mais le bras industriel de la politique étrangère de la France. Quand nous vendons un produit à l'exportation, et mieux encore, quand nous coopérons avec un partenaire étranger pour développer et produire un produit, le pays vendeur et le pays acheteur s'engagent sur une très longue durée dans un partenariat très fort. La vente du Rafale à l'Égypte ou au Qatar, c'est pas pour les 5 ans qui viennent. Si le Rafale a été vendu à l'Égypte, ça a pu paraître un petit peu surprenant, ça vienne comme ça. Ça fait 40 ans que l'Égypte vole sur Mirage. Le Qatar, pareil, ça fait pas 40 ans, moins j'exagère, mais ça fait des années que le Qatar est sur Mirage. Si l'Inde a choisi, n'a pas encore signé le contrat, a choisi le Rafale, c'est parce que Dassault est présent en Inde depuis 40 ans ou 50 ans, etc. etc. Donc l'acte industriel de commercialisation est finalement pour le pays acheteur
un engagement. Et tout à l'heure, j'ai parlé de contraintes. Oui, il prend des engagements vis-à-vis du pays vendeur qu'est la France. Et nous sommes bien évidemment un industriel qui s'intéresse à avoir de l'activité, mais un industriel qui contribue à la politique étrangère de la France. Nous contribuons à construire l'Europe de la défense. Il y a un autre volet. Alors, dans ma présentation, je ne parlerai pas beaucoup d'Europe, même si Daniel l'a rappelé, nous agissons beaucoup à Bruxelles. Nous essayons d'abord de comprendre ce qui se passe et d'essayer d'expliquer. Alors, il y a un certain nombre de gens qui comprennent très bien, mais la Commission, le Parlement sont des organismes qui, jusqu'à présent, pour des raisons d'ailleurs politiques voulues par les États, ne s'intéressaient pas trop aux affaires de défense. Ils s'y intéressent de plus en plus. Alors au début, quand on veut s'intéresser à un sujet et qu'on ne connaît pas grand-chose, on fait des erreurs. Et donc il s'agit d'expliquer, d'essayer d'expliquer, mais avant d'expliquer, de comprendre ce qu'il y a derrière, tout ce qui se passe. Et il se passe beaucoup de choses actuellement à Bruxelles dans le domaine de la défense. Là encore, je n'aurai pas le temps d'en parler, et je pourrai répondre à des questions. Je ne sais pas si vous avez on va finir à 21h avec toutes les questions que je vous propose de me poser. Donc nous sommes responsables de la filière, alors nos missions, pardon, je vais revenir là-dessus, responsables de la filière missile en France, alors je rajoute quand même, et en Angleterre, grâce à ce partenariat, responsable de la filière missile, ça veut dire responsable de nous, mais responsable de la supply chain. L'avenir et le développement et le maintien des compétences de la supply chain nous importent. Sans elle, nous sommes morts. Sans nous, nous sommes morts. Et nous avons un dialogue avec notre client domestique, en l'occurrence en France pour la France, pour traiter les problèmes de pérennité de la filière missile, y compris de notre supply chain. Champion européen, on vous expliquera dans la slide après pourquoi champion européen. Évidemment, on est content d'être champion européen, mais c'est indispensable d'avoir un champion européen. Il se trouve que CMDA, ça aurait été une autre société, c'est pas grave, face à la compétition mondiale. Acteur global, j'en ai déjà parlé, mais j'ai donné ce mot, je ne vous ai pas encore défini, on y reviendra. Responsable de la filière, c'est donc, l'objectif c'est de développer non plus une relation client-fournisseur, on a toujours des contrats, rassurez-vous, mais c'est plus la relation client-fournisseur qui nous importe, c'est la relation, là encore c'est un mot très galvaudé, une relation partenariale, et je vais essayer de vous expliquer par les 3 exemples que je vais donner, la France, la Grande-Bretagne, et encore plus compliqué sur un périmètre franco-britannique, ce que ça veut dire effectivement. J'ai cité les keywords, pardon, les mots-clés, filière missile en France, Team Complex Weapon, excusez-moi pour l'acronyme, Team Complex Weapon en Grande-Bretagne, et One MBDA dans le périmètre franco-britannique. Champion européen, promotion de la coopération sur les programmes et la consolidation européenne. Alors là, il faut bien reconnaître qu'il y a un paradoxe assez surprenant. Lorsque les pays européens avaient des budgets, il y avait de la coopération. Il n'y a plus de budget, ou il y a moins de budget, il n'y a plus de coopération. Alors que justement, la coopération européenne est faite pour économiser les budgets. Et ça marche, ça peut marcher. Je pourrais expliquer pourquoi, mais donc on se bat. Les 3 grands programmes que je vous ai cités tout à l'heure, je répète les mots parce que tout le monde évidemment ne les connaît pas, Aster, Météor, Scalp. L'Aster a été lancé en 1989, le Scalp en 1996 et le Météor en 2001. Il y avait encore des budgets et depuis ça a continué à baisser. Et aujourd'hui, de cette taille-là, le programme, et je peux dire qu'on racle tous les fonds de tiroir, toutes les idées, nous n'en voyons pas d'équivalent lancé en Europe avant 2023, aujourd'hui. Donc vous voyez le problème que ça peut poser pour des sociétés comme nous, et surtout ce qui est dommage, c'est qu'on est convaincu d'avoir le parfait outil, on l'a démontré, et malheureusement cet outil, pour des coopérations complexes dans le domaine des missiles, nous avons du mal à le mettre au service de nos clients. Faire croître les ventes à l'export, ça c'est l'acteur global, je vous ai dit, on a besoin d'exportation, des partenaires stratégiques, c'est dans certains pays clés, c'est la mise en place de JV communes avec des partenaires industriels, alors pas tous les pays, mais un certain nombre de pays clés. Développer une offre compétitive et performante, c'est clair,
qu'à l'export, il faut avoir une offre compétitive et performante. Performante, c'est important. Compétitive, c'est pas forcément le bas coût. D'ailleurs, le bas coût, on est sûr de perdre. Face à la masse produite par les Américains, même s'ils sont très chers par ailleurs, ils ont de tels volumes, et face au low cost russe ou chinois, si on jouait le bas coût, on est mort. On doit jouer la différenciation par la performance, la qualité, mais aussi, je l'ai dit tout à l'heure, le politique. Quand l'Égypte achète à la France, elle n'achète pas aux États-Unis. L'Égypte aurait très bien pu acheter les avions de combat aux États-Unis. Et vous avez sans doute entendu parler qu'entre les États-Unis de Barack Obama et la zone au Moyen-Orient du Golfe, les relations sont beaucoup plus tendues. Il n'y aurait pas eu cette situation, je suis quasi convaincu que jamais l'Égypte n'aurait acheté le Rafale à la France, même si le Rafale est un excellent avion doté d'excellents missiles, bien évidemment. Enfin, ça c'est la base. Ça c'est la base, je ne vais pas le dire souvent, mais assurer l'excellence opérationnelle. Je vous ai dit, je vous ai expliqué tout à l'heure de façon un peu provocante, la compétition s'est dépassée, etc., partenariat. De facto, ça aboutit à un monopole. Un monopole, évidemment, dans les cours de management, c'est pas bon. Il faut montrer que c'est bon. Et comment montre-t-on que c'est bon? Un, on délivre ce qu'on a promis de délivrer, en performance et en délai. Et deux, vous allez me dire, oui, mais alors le prix, vous pouvez faire n'importe quel prix. Tant que nous vendons à l'export de façon massive, nous avons le benchmark de la compétitivité face à la concurrence. Si nous ne vendons plus, si nous devenons un arsenal, il y en a malheureusement, le client serait en droit de dire, j'ai un problème avec vous, je veux bien vous donner tous les contrats dans votre secteur d'activité, mais je suis désolé, je ne suis pas convaincu que vous soyez performant. Le jour où nous ne vendrons plus à l'export, non seulement pour nous, industriellement, ça sera très difficile, mais vis-à-vis de nos clients domestiques, nous serons beaucoup plus gênés pour leur expliquer qu'il faut continuer à travailler avec nous sur une base partenariale. Champion européen, acteur global, pourquoi le marché, je ne vais pas rentrer trop dans... globalement, le marché mondial, c'est 13 milliards d'euros par an, ici. C'est réparti... Alors, je ne parle pas, parce qu'on n'a pas les chiffres, c'est très difficile, du marché en Russie et du marché en Chine. La Chine n'est pas encore très présente à l'exportation, et la Russie, elles vont surtout dans des zones où on n'a pas le droit de vente, où on ne peut pas vendre la Syrie, la Corée du Nord, il y a quelques pays où on peut, le Venezuela, c'est très difficile de vendre au Venezuela, pour des raisons politiques. La Russie n'a pas du tout ces mêmes problèmes. On a de temps en temps à l'exportation des compétitions avec ces pays-là, mais c'est assez rare. Mais ça va venir parce que la Russie, qui s'est effondrée dans le domaine de la défense et de l'industrie de défense depuis une quinzaine d'années, redémarre très fortement depuis plusieurs années grâce à la politique de Vladimir Poutine. La Chine va commencer à arriver. Elle a failli arriver récemment en Turquie, ça a été arrêté, mais elle va arriver parce qu'ils ne sont pas plus bêtes que nous, ils mettent beaucoup plus d'argent que nous. La Chine aujourd'hui, en gros, c'est la France dans les années, pas au niveau technologique, mais dans la perspective, dans les années 60, 70, avec, bon, ils n'ont pas le général de Gaulle, mais ils ont des présidents, ils investissent beaucoup dans la défense, ils veulent une autonomie, ils ont beaucoup d'argent, ils en mettent, et à la fin, ça marchera. Ils auront des choses. À nous de bien défendre, si j'ose dire, notre territoire. Néanmoins, nos principaux concurrents sont, il y en a deux, américains, Raytheon, Lockheed Martin, qui ont à peu près la même taille que nous. Dans le monde, on va dire ouvert, il y a trois grands acteurs, Raytheon, Lockheed Martin et MBDA. C'est tout. Il n'y a pas de place pour deux missiles classe mondiale en Europe. Pourquoi le marché américain représente la moitié du marché mondial, enfin un peu moins maintenant, 40% du marché mondial. 40% du marché mondial dans la défense, notamment dans les missiles, ce sont les États-Unis. L'Europe, c'est 20-25% du marché mondial. Si vous voulez être compétitif face aux Américains, Raytheon et Lockheed, qui en gros représentent chacun 20% en chiffre d'affaires du marché mondial, vous avez absolument besoin d'avoir 20% du marché mondial, 20-25% du marché mondial.
C'est ce qu'on peut faire en Europe. On représente, nous, 70% du marché européen. Et c'est l'export pour être capable d'être à peu près la même taille que les concurrents américains. Le secteur des missiles est le seul secteur, à ma connaissance, dans le domaine de la défense, où l'Europe a un champion qui est de la taille des plus grands champions américains. C'est le seul, à ma connaissance. Donc pour nous, c'est clair, on veut être compétitif face aux Américains, il faut avoir la même taille, et l'Europe ne peut offrir cette taille que si toutes ses forces sont regroupées. C'est à peu près le cas avec MBDA. Pour maintenir une masse critique, parce que le marché européen ne suffit pas, cette année, 2016, pour la première fois de l'histoire de MBDA, le chiffre d'affaires de MBDA à l'exportation sera supérieur au chiffre d'affaires de MBDA domestique. Domestique étant les 4 pays, France, Angleterre, Italie. C'est vous dire que sans l'apport de l'export, et ça va continuer, et ce ratio va continuer en faveur de l'exportation. Je ne vais pas revenir sur la politique, ça nous rapporte du budget, de la marge, qui nous permet d'investir dans la technologie et dans les produits de demain, investissement pour lequel nos clients domestiques sont clés, mais malheureusement n'ont plus les moyens d'assurer le financement complet qu'ils pouvaient assurer il y a encore une vingtaine d'années. Comment être un champion européen acteur global? D'abord, il faut être numéro 1 en Europe, nous représentons 70%, je l'ai dit. Nous offrons, et c'est ce que je ne veux pas revenir là-dessus, donc accès aux capacités souveraines de nos principaux pays. Alors, il y a une question, je ne vous ai pas expliqué pourquoi la France et la Grande-Bretagne ont accepté qu'on prenne c'est intéressant d'expliquer ça, qu'on prenne le modèle, et pourquoi les autres ne comprennent pas. Comme le disait il n'y a pas très longtemps, quelques années déjà, un parlementaire britannique, président de la commission de défense, les Anglais sont prêts à travailler et à coopérer avec des pays qui payent et qui se battent. Il y a 2 pays en Europe qui payent et qui se battent, la France et la Grande-Bretagne. Les autres pays, soit payent et ne se battent pas, soit se battent et ne payent pas, parce que les petits pays scandinaves, ils se battent. Les petits pays, la Belgique, se bat. Modestement, avec ses moyens, mais de façon plus courageuse que d'autres pays européens que je ne citerai pas. Il y a d'autres pays qui payent, qui ont des budgets, mais qui ne se battent pas. Et bien la condition clé pour que ce partenariat ait un sens, notamment ce partenariat politique, c'est qu'il faut être un pays qui paye et qui se bat. La capacité optimale, je l'ai dit. Acteur global, bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Marché export, gamme de produits classe mondiale et maître d'œuvre. Oui, nous devons. Donc en gros, acteur global, ça veut dire je suis sur. Bon, c'est assez simple finalement. Vous allez dire comme stratégie, c'est assez basique. Je suis sur tous les systèmes de missiles tactiques. J'adresse tous les marchés disponibles à l'export et je maîtrise, je dispose en interne des technologies clés et j'ai un accès garanti aux technologies clés dont j'ai besoin et que je ne peux pas avoir pour toute une série de raisons en interne et que donc je dois avoir auprès de ma supply chain. Donc global au niveau produit, marché, techno. Alors rapidement, les enjeux majeurs pour la France, on est ici en France. La plupart de ces enjeux, sauf le premier, concernent également la Grande-Bretagne. Enjeu dissuasion, c'est pas très connu. La dissuasion nucléaire, c'est 2 piliers. Un pilier océanique, le grand missile balistique Airbus sur les sous-marins. Un pilier aéronautique, aéroporté, missile sous Rafale, développé par MBDA. Ça a des conséquences très importante, notamment sur le plan politique industriel, parce que là encore, je vous ai parlé de l'engagement d'offrir des capacités de souveraineté. Ça, c'est une capacité de souveraineté absolument essentielle.
tant que la France considère, et ça nous n'avons pas de mot à dire, que la dissuasion nucléaire est importante et que la composante aéroportée est un élément important de la dissuasion. Enjeu stratégique et opérationnel. Alors c'est quelque chose que je ne sais pas s'il y en a dans la salle, des plateformistes, avions, hélicoptères, bateaux, etc., n'aiment pas trop. On ne peut rien faire sans eux. Vous avez vu la slide que j'avais montrée, où l'accès à toutes les plateformes. Sans nous, ils ne vendent rien. Un client export, quand il achète une plateforme, c'est pas pour faire des ronds dans l'eau, pour faire de l'aéroclub, etc. Il faut un bateau, il faut un sous-marin, il faut un avion, il faut, etc. Mais s'il n'y a pas le bon missile, ou la bonne famille de missiles, ça ne marche pas. Un client, il a besoin d'une capacité opérationnelle, de frappe, de défense aérienne, de ce genre. Là, je parle pour les missiles. Donc, nous sommes un élément clé de la performance opérationnelle de nos plateformes. Enjeu européen, maître d'œuvre, je passe. Je ne vais pas parler de la consolidation de l'industrie européenne de défense. Il y a des missiles, il y a encore quelques sociétés en Europe qui pourraient utilement, de notre point de vue, pour nous, mais aussi pour nos clients domestiques, nous rejoindre. Encore faut-il les convaincre, et force est de constater que ce n'est pas encore le cas. Export, je passe là-dessus. L'exportation de plateformes françaises, je viens de le dire, conditionnée par la garantie d'accès des missiles. Enjeu économique, donc 3 milliards, on va monter, donc je vous ai dit 50%, 1,5 milliard chiffre d'affaires en France, 5000 emplois chez MBDA, vous l'avez vu, 10 000 emplois au total dans la filière industrielle. Et là encore, c'est de longues explications, je pourrais je vous donne simplement le résultat. Lorsque la France investit 1 euro dans la R&D missile, la communauté française reçoit 3 euros de contribution économique sous formes diverses et variées fiscales. Donc, si on fait un calcul d'investissement, je mets 1 euro, je récupère 3. Je ne dis pas que c'est le meilleur investissement possible vu de l'État, parce que investir dans l'industrie pharmaceutique peut peut-être rapporter plus que 3 euros quand on met 1 euro, ou moins que 3 euros, je ne sais pas. En tout cas, on donne pour les missiles 1 euro. Vous mettez 1 euro aujourd'hui, vous aurez 3 euros, enfin, on lui montre 3 euros de contribution fiscale. Donc cet exercice a été fait il y a 5 ans, d'où mon intérêt pour la chaire économie de défense. 2 éminents parlementaires de la commission des finances m'expliquaient que l'industrie de défense française était prédatrice. Alors ce mot était quand même fort. Et prédatrice parce qu'on pompait des budgets pour les besoins de l'industrie et que les forces françaises n'étaient pas servies, etc. Bon, j'ai travaillé sur ce à quoi j'ai accès, c'est-à-dire la filière missile. Le résultat est que nous ne sommes pas vraiment prédateurs sur le plan économique. Pardon, partenariat État-industrie en France. Je vais aller un peu vite, voilà. Bon, je vais simplement passer cette planche-là, parce que je vois que je parle un peu longtemps. Le partenariat, c'est quoi avec la France? C'est on se met autour de la table, les états-majors, l'agence d'acquisition qui s'appelle la DGA, l'industriel responsable de la filière missile. On met tout sur la table. Quels sont les besoins, messieurs les états-majors, que vous avez dans les 10 ans qui viennent? Monsieur la DGA, quels sont les budgets, DGA et EMA, enfin l'état-major, quels sont les budgets dont vous disposez dans les 10 ans qui viennent? Industriel, qu'est-ce qu'il faut que vous disposiez au minimum pour maintenir l'outil industriel performant que nous souhaitons, nous tous ensemble, garder. Et toutouille, si j'ose dire, et on a un plan d'acquisition structuré permettant à la fois de satisfaire les clients, nos clients opérationnels français, dans un cadre budgétaire contraint et avec la volonté de préserver la capacité industrielle française en l'occurrence. Donc je vais aller rapidement. On a eu un certain nombre de programmes. Je suis désolé, je vais passer, je laisserai si vous voulez les planches. Donc c'est un exercice qu'on renouvelle régulièrement et pourquoi nous ça nous est très utile, savoir dans quelle direction nos clients souhaitent aller pour comment dire, en termes de besoins, nous permet nous d'investir de façon intelligente. Alors que si nous n'avions pas cette visibilité, on aurait beaucoup plus de mal à savoir dans quel domaine il faudrait que nous investissions
parce qu'en dehors des contrats que nous recevons de nos clients, nous investissons en gros un petit 100 millions par an de R&D chez nous. Je vais aller sur la Grande-Bretagne, parce que c'est peut-être moins connu. Donc Team Convex Weapon, ça partait d'une situation catastrophique. En 2004, nous avons eu des réunions en interne pour fermer nos activités en Grande-Bretagne. Tellement la situation était terrible. Le client britannique avait une vision assez particulière qui a changé en 2006, mais à cette époque-là, c'était l'achat sur étagère, minimisation des budgets, etc. Et puis ils se sont rendus compte de ce que ça voulait dire, et sur l'autonomie stratégique, et sur l'impact industriel, et ils ont changé. En 2006, ils ont sorti une nouvelle stratégie industrielle de défense. Ils se sont rendus compte qu'il fallait absolument qu'ils restaurent dans un certain nombre, pas tout, eux ils sont peut-être moins larges que la France, un certain nombre de capacités clés stratégiques. Et ils ont développé alors un modèle de relations industrie. La France, c'est du gentleman agreement, rien n'est formalisé. L'Angleterre, c'est contractualisé à un point que vous ne pouvez pas imaginer, dans le cadre d'un accord qu'on appelle le Portfolio Management Agreement, qui, en gros, pour simplifier, c'est très compliqué. Je m'engage à travailler avec toi et à te financer 600 millions de livres par an. Tu t'engages à livrer la batterie de programme que je te dis là. Tu acceptes une flexibilité totale. Demain matin, j'arrête ce programme-là parce que ça a changé, je veux un autre. Tu le fais sans pénalité. Et des clauses de ce qu'on appelle gain share, gain share. Nous, ensemble, tous les deux, nous réussissons à faire un produit pour un budget moindre. On se partage les gains. Ensemble, nous faisons le produit pour un coût plus élevé. On se partage les pertes. Donc c'est quelque chose qui n'existe qu'en Grande-Bretagne. Il n'y a que les Anglais qui sont capables d'inventer ça. On n'y croyait pas côté français chez MBDA au début. Je peux vous dire, ça marche. Et le résultat de cette... D'ailleurs, c'est ce que je vais mettre ici. Ils ont fait des tas d'études avec des tas de cabinets de conseil, etc. en Grande-Bretagne. Le MOD, Deloitte a été celui qui a fait, semble-t-il, l'étude la plus convaincante pour le MOD, qui a conclu à ce que, face à un modèle classique, et là je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure de façon provocante, la compétition c'est fini, ça ne marche pas. Face à un modèle classique de compétition, le partenariat devait générer, alors certes c'était un wishful thinking à l'époque, une économie budgétaire sur 10 ans de 1 milliard de livres. En gros ça représentait 17% d'économie sur 10 ans grâce à ce partenariat. En France, je peux vous dire, côté DGA et côté industriel, on n'y croyait pas trop. Eh bien, après 6 ans, on est en avance sur les économies qu'on avait identifiées et le client continue à mettre en place ce programme. Là, c'est l'ensemble des produits. La Grande-Bretagne a connu avec ce programme, je ne vais pas citer les produits, une restauration complète de son portefeuille de produits missiles. Elle avait totalement, pendant 20 ans, arrêté les investissements. Elle peut redémarrer. Et pour donner simplement une idée du redémarrage en Grande-Bretagne, cette année, on espère avoir, je parle sous le contrôle d'un éminent représentant de la direction financière de MBDA, j'espère qu'il ne va pas me contredire, on espère avoir un montant de prise de commande en France de l'ordre de 500 millions d'euros. On espère avoir un montant de prise de commande en Angleterre de l'ordre de 1 milliard 400 millions d'euros. Simplement pour vous montrer l'impact la volonté britannique de restaurer son portefeuille produit et son autonomie stratégique dans les missiles. Pour l'export, je passe. One MBDA, alors c'est une coopération franco-britannique. Ça a commencé en 2010, traité de Lancaster. L'objectif, c'est préserver la souveraineté opérationnelle. Les deux pays voulaient préserver et veulent préserver leur souveraineté opérationnelle, mais n'ont plus les moyens de le faire tout seuls. Et ils se sont dit, tous les deux, et malheureusement en Europe, que nous deux, on peut accepter ce qu'on appelle une interdépendance mutuelle. J'accepte de dépendre de toi parce que je te fais confiance, tu as la même politique que moi. Et réciproquement, évidemment. Développement des programmes en coopération, etc. Je passe, parce que sinon vous n'aurez pas de questions. Quelques points de ça, c'est le sommet de Lancaster House. Donc là, je vous présente simplement des textes officiels des deux pays à l'issue des sommets donc franco-britanniques. Celui-là 2010, accord sur un plan stratégique décennal concernant le secteur britannique des missiles, mise en place d'un maître d'œuvre industriel européen unique,
tous les mots sont importants. Réalisation d'économies recherchées par ce nouveau programme en MBDA, 30%. Interdépendance accrue. Lancement en 2011 d'une série de projets dans le domaine des missiles. La coopération, c'est eux qui l'ont écrit, c'est pas nous. Dans ce secteur, servira de test pour des initiatives dans d'autres secteurs industriels. 2012, 2 ans après, salut les efforts de MBDA vers la mise en place d'un métronome industriel unique. Il commence à rentrer dans le détail de la coopération, futur missile anti-navire, mémorandum d'entente, il a été signé depuis, réaffirmant l'objectif de 30%, et là, un nouveau mot, optimisation des capacités industrielles de MBDA et mise en œuvre équilibrée de centres d'excellence industrielle, on y reviendra, et un accord intergouvernemental, il a été signé en 2015, il est ratifié par le Parlement britannique, il est en cours de ratification en France, et c'est sans doute l'un des premiers traités de l'histoire qui ne concerne qu'un industriel, MBDA. Déclaration du sommet d'Amiens, zut, la date n'est pas bonne, c'est pas le 3 avril 2012, ça doit être le 3 mars 2016, excusez-moi. On soutient sans réserve stratégie de long terme, produire ensemble des équipements militaires, réduire les contraintes nationales, renforcer la base industrielle. On a signé un accord intergouvernemental, je vous viens de vous en parler, 2015. Et là, nouveau mot, c'est les achats croisés. La coopération, c'est difficile. Allons au-delà, nous faisons autre chose. Je t'achète un produit, tu m'achètes un produit. Je vous ai parlé d'un programme dont le lancement est prévu en 2023, dans nos meilleures prévisions. Il est là. Il va commencer par une phase de concept qui va être signée fin 2016, 100 millions d'euros entre les deux pays, dans un domaine très particulier qui est le remplacement de tous les missiles de croisière aéroportés, navals, entre français et britanniques. Et notre objectif, c'est de sortir de la marine britannique le Harpoon et le Tomahawk pour les remplacer par des produits en coopération franco-britannique. Donc ça, voilà un certain nombre de programmes. Je suis désolé, je vais un peu vite. Donc on fait des programmes en coopération. Les achats croisés, je vous en ai parlé. Il y en a pas mal. Pour l'instant, ils ont cité dans le sommet du mois dernier, l'Aster et le Brimstone. Écoutez, là, ça va être un peu trop long. Je préfère simplement vous donner cet exemple-là. Les centres d'excellence industrielle. L'interdépendance. Voilà ce que ça veut dire. Ça, c'est proposé par MBDA, accepté par les deux pays, dans un certain nombre de domaines. Alors, c'est des mots que vous ne connaissez pas si vous n'êtes pas très technique, mais c'est des choses compliquées et sensibles. On va retenir simplement ça. Les servomoteurs, des liaisons de données, des calculateurs de missiles, des ventes tests. Aujourd'hui, donc en bleu, c'est ce qui est en France, et en rouge, c'est ce qui est en Angleterre. Aujourd'hui, c'est du 50-50. Demain, l'essentiel des activités pour tous les servomoteurs, toutes les liaisons de données des missiles français, britanniques et franco-britanniques seront en Angleterre. Restera simplement en France ce qui doit être fait sous le sigle un peu barbare de French Eyes Only. Donc, chose trop sensible qu'on ne peut pas faire par les Anglais, enfin par tout autre, pas que par les Anglais. Même chose que des Britanniques à l'inverse. On a décidé, les armes à effet dirigé, on n'est fait qu'en Angleterre. Les statoréacteurs, on ne les fait qu'en France. Si vous voulez, donc l'Angleterre s'interdit d'investir dans les statoréacteurs, la France s'interdit d'investir dans les armes à effet dirigé, et on s'achète mutuellement les choses, on utilise mutuellement ces capacités. C'est l'accord intergouvernemental à traiter ces choses-là. Pourquoi c'est sensible? Parce que ça veut dire que demain matin, un missile français, pour qu'il soit vendu à l'export, il faut que la Grande-Bretagne accepte que les constituants britanniques du missile soient exportés, j'allais dire, pas tout à fait, mais quel que soit le pays où la France a l'intention d'exporter, et réciproquement, bien évidemment. Et je passe sur d'autres sujets de sécurité, de propriété intellectuelle, etc. Tout ça a valu un accord intergouvernemental qui a mis 3 ans à être négocié entre les deux pays. Conclusion de MBDA, je vais passer assez vite, parce que j'ai déjà dit l'essentiel, je suis désolé. Conclusion générale, j'espère que vous avez compris. MBDA garantit à ses clients l'accès à des capacités de souveraineté. En l'occurrence, c'est des systèmes de missiles. Bon. On met à disposition un outil idéal pour la coopération
on a une présence européenne, on a les outils, on a l'expérience, on a maintenant des centres d'excellence industrielle qui vont renforcer la compétitivité. On a un modèle de partenariat performant au bénéfice de nos clients domestiques. Les succès avec BDA, comme j'ai dit, prouvent la qualité et la qualité de nos produits. Nous sommes, pour un client à l'export, nous sommes la seule alternative européenne au choix américain ou au choix russe. Chacun des choix est tout à fait honorable, il n'y a rien à dire, mais c'est un acte politique. Si un client, et c'était le cas par exemple de l'Égypte, ne veut pas acheter ni américain ni russe, vers qui va-t-il? Et dans le domaine des missiles, il ne peut aller, malheureusement, ou heureusement en tout cas pour lui, que vers nous. Et 10 000 employés, 3 milliards, 20% du marché mondial, ça c'est un texte du livre blanc de 2008, de la précédente présidence, qui aspirait, mais l'actuel aspire à la même chose, développer des champions européens de taille mondiale. Nous sommes un champion européen de taille mondiale. Désolé d'avoir été un peu long et je suis prêt désormais à répondre à toutes vos questions, même les moins